C'est bien quand même que tu viennes à Besançon de temps en temps, depuis ton bled, là. Parce que comme ça, on peut partir. Attends, mon bled. Ton bled, Den. À Den. Mais qui va habiter là-bas? Bah vous. Ben nous. La famille toujours égale à elle-même. Hein. C'est-à-dire? Bah, tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ils ont beau me demander de tes nouvelles. Ben, tu vois, tu n'oses pas dire certaines choses, quoi, parce que... Comme quoi? Comme quand t'es homo, et souvent qui me disent alors, il n'a pas de copine, et puis c'est quand tu fais... Oui. Voilà, c'est ça. Je me dis, bah écoutez, non, pour l'instant. Alors, j'enchaîne toujours en disant, ben non, c'est son travail avant tout, et puis voilà. On organise des grands repas de famille, bah ça commence par le mettre tout au bout de la table. C'est-à-dire très loin des adultes, très loin des conversations qui se font. On t'ignore en fait, on te met à côté parce qu'il faut... Bon, quand même, c'est le fils de l'Aveyron, donc il faut quand même bien qu'il mange, mais on te parlera pas. Petit à petit, on t'éloigne, l'homophobie t'éloigne. Et j'ai beau faire ce que j'ai pu faire dans ma vie professionnelle, et tu le sais, faire des propositions de loi, me retrouver chez des personnes extrêmement importantes, ils accepteront pas parce que dans tous les cas, ils me regarderont sur ce prisme-là. C'est vrai que pour un enfant, ça peut être dur de ne pas comprendre pourquoi maman, elle bouge pas, quoi. Attends, maman, je suis en souffrance, mais tu bouges pas. Mais c'est qu'il y a eu une peur derrière, c'est qu'il y a eu des craintes, c'est qu'il y a eu des souffrances, il y a eu des pleurs, des... À vrai dire, si j'ai vécu la vie que j'ai eue, c'était pour te préserver aussi bien que la mienne. Parce qu'on savait très bien que là, c'était interdit d'avoir un enfant autre que la fille, le garçon qui aime... Oui. Donc c'est pour ça. Moi, j'ai qu'une mère, tu vois, enfin, je fais Et moi, partie... j'ai qu'un fils. Et c'est pour ça que des fois, il m'est dur de pas te voir souvent. Alors qu'on est à côté, hein. On n'est pas non plus... Mais ça ne dépend pas de moi. Bon, ça... Ah, bah ça, c'est là. ton baptême. Ça, c'est mon baptême. Et Ça, c'est la mamie. La mamie. Alors ça, c'est une des seules photos que j'ai avec mon père et ma mère. Là, quand même, tout le monde était heureux, quand même. Un Eh peu. oui. Je voudrais vraiment faire passer un message en disant aux parents, quoi que ce soit, mais aimez déjà votre fils ou votre fille, ayez de la tolérance, mais soutenez-le au lieu de le mettre de côté, quoi. Je veux dire, il est comme il est, mais on doit l'accepter tel qu'on est. Sinon, j'estime qu'on n'est pas des parents. Amélie, au nom du ciel. Mais réveille-toi, nom d'une brique. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Amélie, nom de nom. Hein, Marcel? Oui, Marcel. Oui, Marcel. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est toi qui je le demande. Oh, mais Qu'est-ce que tu fais chez moi, dans mon lit, avec une chemise de nuit à moi? j'en sais rien, moi, je sais pas. Mais c'est ce que je te demande que non. Je sais pas, je me souviens pas, moi. Est-ce qu'on aurait couché ensemble? Est-ce que tu crois qu'on a... Quoi? Ben, qu'on a... Eh, quand je me sors, ça m'en a tout l'air. Ah, ça m'a toute revigorée. Ça réveille. Ça réveille. En fait, une fois que t'es dedans, ça s'oublie pas, en fait. C'est trop bien. Moi, le conservatoire, ça a été je pense, les plus belles années de ma vie. Donc, c'est beaucoup l'écriture qui m'a, plus que le jeu, je pense, qui m'a aidée à me révéler, à savoir vraiment
vraiment qui j'étais et comment je voyais un peu les choses. On interprète quelqu'un d'autre, ça c'est sûr, mais ça aide énormément quand même pour la confiance en soi et puis pour l'acceptation de qui on est quand même. J'ai vraiment eu l'enfance presque parfaite, avec aucun souci. Le seul problème que j'ai eu, c'est à l'école, puisque j'ai subi beaucoup de harcèlement scolaire toute ma scolarité. Et le pire, ça a été en seconde, où vraiment j'ai subi un harcèlement quand même assez prononcé, qui m'a changée. Clairement, j'étais une jeune fille pleine de confiance en elle, j'étais hyper ouverte, hyper sociable. Et ce harcèlement scolaire, je sens qu'il m'a un peu renfermée. J'ai développé beaucoup de complexes que j'avais pas avant. Alors, c'était du harcèlement verbal et ça a toujours été sur mes dents. J'ai les dents en avant depuis toujours et un petit peu le poids. Donc vraiment sur mon physique en fait et puis sur le fait que je parlais un peu fort, j'étais un peu exubérante comme ça. Aujourd'hui, c'est le harcèlement de rue que je subis presque au quotidien. Très souvent, enfin moi ça m'arrive une fois par semaine minimum quoi. Je vais de chez moi au Monoprix ou de chez moi au bureau de tabac et il y a un, voire deux, parfois 3 mecs qui vont m'aborder. Il y a les regards aussi, on se rend pas compte, mais les regards. Le soir, quand je rentre tard, j'ai une application sur mon téléphone. J'ai le pouce sur l'appli au cas où il se passe quelque chose. Des fois, c'est juste un t'es belle. Mais en fait, vu que tu traces ta route et que tu continues pas, t'as une autre petite remarque derrière du genre hey, qu'est-ce que tu fais, sale pute Et il y a personne, à part ma copine, qui réagit, quoi. Quand on est dans la rue, ça nous arrive de nous tenir la main. Il y a des endroits où moi, un peu machinalement, je vais lâcher sa main, parce que je me sens pas forcément hyper sécure. C'est un peu bête, hein, mais des fois, je me dis juste, bah, c'est peut-être pas l'endroit. Une fois, un mec m'a arrêté dans la rue, et puis je lui ai dit, bah écoutez, non, je suis pas intéressée, et puis en plus, je suis en couple avec ma copine, donc voilà. Que le mec a commencé à faire un scandale en plein milieu de la rue, mais c'est complètement contre nature. La nature, elle va te rappeler à l'ordre. Ça va pas la tête. Non, mais il faut que tu sois avec un homme qui puisse s'occuper de toi. Alors, est-ce que j'aurais pas dû dire ma copine? Mais en même temps, pourquoi? Enfin, je veux dire, si j'avais dit mon copain, peut-être qu'il serait parti directement. Est-ce que c'est ça qui a déclenché autant de haine? C'est pas normal. Salut. Ça va? Et vous? Ça va, ça va. Donc il y a des trucs que je dois remplir dans mon dossier où je sais pas comment faire. Genre, truc tout con, la civilité. Ouais. Genre, il me demande de cocher monsieur, madame. Moi, instinctivement, je coche monsieur. Mais je me dis, il y a moyen qu'il fasse chier parce que c'est pas ce qui correspond à la petite lettre sur ma carte d'identité. Donc j'ai fait un petit mail assassin à la Sécu en leur disant, écoutez, ça fait 1 an et demi que le changement de prénom est acté. Je vous prie, du coup, dans mon dossier, de renseigner monsieur et de me genre exclusivement au masculin. Ça t'appelle Milan. C'est ça, puisque c'est le prénom sur ma carte d'identité que j'ai récupéré il y a 2 semaines. J'ai pas eu une éducation qui était particulièrement genrée. Donc je pouvais jouer avec qui je voulais, avec les jouets que je voulais. J'ai jamais été trop branché poupée ou quoi. D'ailleurs, il semblerait que j'ai massacré toutes mes Barbies. À leur écrire dessus au marqueur, couper les cheveux. Enfin, elles ressemblaient plus à rien, les pauvres. Et j'ai passé pas mal de temps aussi avec 2 de mes cousins. L'été, dans la piscine, on se baignait tout le temps à poil. Et un jour, je devais avoir peut-être 8-9 ans, parce que j'ai eu une puberté assez précoce. On m'a dit que maintenant que mon corps était en train de changer, je n'avais plus le droit de me baigner à poil. Ça a été hyper violent en fait. Ils me disent bah, maintenant, non, t'es une fille, tu peux plus faire ça. Moi, je comprenais pas pourquoi on faisait une différence en fait, parce que dans ma tête, je me disais mais non, moi je suis pareil que Lucas en fait. Moi je suis pas une fille. Pourquoi vous voulez que je cache mon corps comme ça là, alors que Lucas il a le droit de continuer à être torse nu. Enfin, c'est quoi ce délire là? Vraiment, je comprenais pas et ça a été une violence monumentale.
Et en arrivant au collège, quand on se retrouvait dans les vestiaires, c'était des moqueries. Il y avait pas mal de grossophobie de leur part aussi, parce que j'ai un peu en surpoids. Et comme j'ai eu une puberté précoce, il y avait aussi beaucoup de commentaires par rapport à ça. Et le harcèlement s'est aggravé quand j'étais en 4e. Donc c'est là que j'ai eu ma première petite amie. Mon premier coming out à l'époque en tant que lesbienne. Ça s'est hyper bien passé avec ma famille. Eu zéro souci. Par contre, avec les camarades de classe et avec le collège en règle générale, ça s'est très 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 mal passé. On a failli être virés du collège, ma copine de l'époque et moi. Le proviseur voulait convoquer nos parents pour leur dire que ce qu'on faisait c'était n'importe quoi, que c'était immoral. Moi j'avais plus le droit d'aller dans les vestiaires avant les cours de sport. Les filles me foutaient dehors. Donc je me changeais dans les toilettes. Je me suis retrouvé en voyage scolaire avec les filles qui m'ont fait chier toutes mes années de gym. Elles ont été inventer un truc comme quoi j'avais fait des gestes à caractère sexuel non appropriés ou ce genre de choses. Et j'ai passé en fait le reste du voyage scolaire à dormir dans un matelas au bout du couloir. Alors que j'avais rien fait. Donc pareil, parents convoqués, ma mère qui a pété un câble contre la prof de sport qui l'avait convoquée parce qu'elle voulait m'exclure. Ah mais ma mère, elle m'a sauvé la vie un paquet de fois. Elle m'a sauvé la vie un paquet de fois. Comment ça va? Ça va et toi? Bien. Tu viens d'où là, à l'heure? Là du coup j'étais à Madrid la semaine dernière et là Ok. à Paris du coup cette semaine. Ça s'est bien passé, ça va? Très très bien. Ouais, c'était cool. Bon, Et toi c'est comment ça va cool. du coup? Bah écoute, un peu patraque en ce moment, mais c'est la vie, on fait avec. Ouais. Où t'en es toi? Bah je suis un peu chamboulé, Ouais. un peu perdu. Je ne sais pas si je suis un homme ou une femme, je ne sais pas si je suis les deux, je ne sais pas si j'en suis, Ouais. tout court. Mais c'est quelque chose qui est encore difficile à comprendre, ouais. Ouais. Ok. Ah, Il y aura aussi justement le côté transidentité qui commence effectivement à être de plus prégnant en librairie. Aujourd'hui, on nous propose beaucoup plus de titres. Il y a de la binarité du sexe et du genre. c'est incroyable. Peut-être des trucs intéressants justement à lire, des réflexions qui te feront avancer. Ta vie est très compliquée à ce moment-là. Ouais. Tu te poses énormément de questions, tu doutes sur pas mal de choses, tu te dis que peut-être c'est pas bien, enfin peut-être que c'est pas toi, Ouais. mais au final c'est toi. Enfin, donc c'est pour ça que quand je te dis que je suis perdu complètement au niveau de mon genre, c'est pas une blague, quoi, parce que demain je suis pas à l'abri de remettre une robe, quoi. Enfin, il faut quand même une certaine force mentale Ouais. pour arriver à se dire assume-toi et fais ce qui t'a envie, fais ce qui te plaît et deviens ce que tu es. Enfin, La meilleure version de toi-même. exactement. J'ai su très rapidement que je n'étais pas forcément à l'aise dans mon corps d'homme. Très très jeune, vers 8-9 ans. Un exemple tout bête, je demandais des cadeaux, des Barbies, je me maquillais, plein de petits éléments déclencheurs comme ça qui m'ont fait prendre conscience au collège que j'étais pas une personne cis. C'était super compliqué. On me jugeait, on me crachait dessus. J'étais obligé de me cacher dans les toilettes pour les récrés. Et au final, j'ai loupé ma 4e parce que j'ai complètement craqué et je suis parti en dépression pendant 1 an. Moi, on m'a dit PD pour la première fois, j'avais 11 ans, quoi. Sauf que je ne savais déjà de 1, pas ce que ça voulait dire. Et de 2, une fois que tu comprends un peu en disant mais ça veut dire quoi PD et tout, tu te dis mais à 11 ans, j'en sais rien.
Mais c'est parce que le look était différent, l'attitude était différente, et tout de suite aussi, j'avais des amis filles. Et ça entretenait une certaine jalousie. Et ouais, ça passait par des bousculades, dans les vestiaires aussi. Ils sont venus vers moi, ils m'ont dit « Ouais, ta tante est tout seul ». Et là, c'est vite parti en fait en flèche. Ils m'ont posé par terre, ils me balançaient des cendres dessus, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me l'écrase sur le poignet. Là, je l'ai encore, la cicatrice. Et donc, on a essayé de porter plainte. Ma mère a essayé de porter plainte, mais ce n'est pas... À l'époque, en fait, c'était pas entendable. J'avais juste à enlever ma boucle d'oreille, et pour le milieu scolaire aussi. C'était, vous les avez provoqués en même temps avec votre boucle d'oreille, donc c'est mieux si vous l'enlevez. Voilà. Là, on était en 2005-2006. Entre le moment où tu te dis « Ouh là là » et le moment où tu te dis « Je le suis », moi, j'ai eu à peu près 10 ans. Ma mère, elle l'a découvert quand j'avais mon premier petit copain. Ça, c'est quand j'étais vraiment en études à Lyon. Mais mon père, on n'en parle pas. On ne parle pas. Il l'a su, je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit, tiens, tac, je suis ça, là. Puis si t'es pas content, c'est pareil. Et oui, on arrive vers les 22 ans, et là, je dis, c'est bon, je suis homo, en fait, et j'en veux plus, en fait, J'ai pas fait de coming out, mais juste, je me le suis dit moi-même, et ça a réglé la question. Voilà. Non, attends. Non. Faut le tenir. Mais faut que je vise déjà là. Oui. Ouais. C'est bon, ça tient. C'est du travail de cochon, mais oui. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Au début, elle me trouvait moche. Ouais, j'étais pas du tout intéressée. Elle voulait pas me répondre. Et on a passé peut-être 3 heures ensemble. Et ensuite, je suis rentrée chez moi, j'ai posé mes affaires et j'ai dit à ma sœur mot pour mot, je suis dans la merde, je crois que je suis amoureuse. Et j'ai mis longtemps pour la voir, mais maintenant je la garde. Je vais la garder maintenant. Mais je sais même pas trop où tu veux mettre tes trucs. Je vais mettre l'étage, je vais tout mettre là-bas. Je me qualifie ni d'homme, ni de femme, ni de... En fait, je m'en fiche, je crois. Moi, j'ai juste pas envie de mettre de mots, J'utilise pas les pronoms yel ou ces pronoms-là parce que pour moi, ils sont pas adaptés, je trouve. Il y a des gens qui peuvent être à l'aise avec ça, qui préfèrent ça. Moi, pour le coup, c'est plus une façon de pas vouloir me définir parce que j'ai juste pas envie de... ni même ressenti le besoin de correspondre à quoi que ce soit. Donc en fait, je fais un peu... On sait un peu faire ce qu'on veut quand ça nous plaît, en fait. On en a marre de se mettre dans des cases, de mettre des étiquettes. On comprend qu'il y a certaines personnes qui en ont besoin, qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de se dire moi je suis non-binaire, moi je suis une personne trans, moi je suis lesbienne, moi je suis homosexuelle, moi je suis pansexuelle, moi je suis bi. On le comprend et on l'accepte et il n'y a aucun souci avec ça. Mais pour nous, dans notre situation à nous, on n'a plus ou pas envie de se mettre des étiquettes ou de se mettre dans des cases. Et du coup, j'ai pris des petites habitudes, mais qui sont venues toutes seules. Par exemple, j'ai jamais dit à Julia qu'elle était belle. J'ai toujours dit t'es beau. Je sais pas pourquoi. Mais par contre, quand tu m'engueules, quand on se dispute, tu me genre au féminin. Et ça, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai, en plus, je vais lui dire t'es beau, et à côté, je vais lui dire t'es chiante. Et pour moi, Julia, en fait, c'est Julia. C'est pas ma copine, c'est pas mon copain, c'est Julia. La première fois que je me suis dit je suis quand même bien attirée par les filles. J'étais au camping avec mes parents, j'avais une dizaine d'années. Et je me rappelle, je me baladais dans le camping et je vois une femme, mais pas de mon âge du tout, mais une femme d'une 20aine d'années avec un paréo. Et je me suis dit, elle est trop belle, mais très fort, tu vois, cette sensation de, elle est incroyable. Et je me rappelle en avoir parlé à ma mère, et ma mère qui me dit, mais c'est normal de trouver les femmes jolies, de trouver les femmes belles. Bon, ça m'arrive aussi, ça veut pas dire quoi que ce soit, c'est juste tu l'as trouvée belle. Et du coup, j'ai gardé ça un peu dans le fond de ma tête pendant très longtemps. Et puis, à un moment donné, au collège, c'est ressorti, quoi. Je me suis dit, non, c'est plus que juste je trouve les femmes belles. Il y a une réelle attirance. J'étais ado, donc c'était pas non plus un truc... Mais voilà, je sentais que je pouvais avoir des sentiments pour une fille, que je pouvais être réellement attirée par les filles, quoi. Moi, j'ai tout gardé pour moi pendant très longtemps. Mon vrai coming out, je pense que je l'ai fait quand j'ai eu ma première copine à l'âge de 17-18 ans. J'en avais parlé un petit peu à des amis que je savais de confiance. Ma mère a eu un petit peu de mal dans le sens où c'était beaucoup de l'inquiétude qu'on puisse me faire mal éventuellement. Pas vraiment de ce que pensaient les autres, mais de ce qu'ils allaient me dire et de à quel point ça pourrait me toucher ou me faire de la peine. Mon père et ma sœur m'ont dit OK. Vraiment,
J'aurais dit à mon papa, passe-moi le sel, il aurait eu exactement la même réaction. Pas dans le sens où il en a rien à faire, dans le sens où pour lui, il n'y a pas de souci. Et mon père considère même qu'on ne devrait pas avoir à faire des coming out. Pour lui, c'est tellement normal que... Il m'a dit d'accord, ok. Et ma sœur, pareil. Ma grand-mère est assez ok avec ça. Je pense qu'elle l'a compris et qu'elle l'accepte. Mon grand-père, c'est très compliqué. Donc voilà, j'essaye de pas lui en vouloir parce que je me dis que c'est une génération qui est différente, que y a la religion aussi qui rentre en jeu. Donc j'essaye de pas lui en vouloir, mais c'est compliqué quand même. Les questions du style, bah t'as toujours pas de copain? Bah non, papy, ça fait 15 fois que je te répète que je suis avec une fille. Ça me chagrine quand même un peu, parce que moi, j'ai toujours été proche de mes grands-parents. Donc s'ils pouvaient m'accepter comme je suis, ça serait plutôt pas mal. Alors, j'ai pas fait de coming out tout de suite. Mon premier coming out était à 15 ans. Je commençais un peu à découvrir ce que c'était des personnes transgenres, etc., gender fluide. Mais j'ai quand même dit à mes parents que j'étais gay. Et mon réel coming out, c'était à 19 ans. Donc il y a 2 ans. Pour leur annoncer que j'étais une personne transgenre. Mes parents l'ont très très mal pris. Franchement, sur toute ma famille, je dois avoir une tante et mes frères et sœurs qui l'ont bien pris. D'accord. C'est pas beaucoup. Tu parles encore à tes parents aujourd'hui? J'ai quelques relations encore avec ma mère. Mon père, non, et j'en veux pas. Ouais. Mais ma mère m'a toujours soutenu dans tous les cas. Ouais. Et mon petit frère et ma sœur aussi. Ok. Et j'ai été mise à la porte, du coup. J'ai dormi 1 semaine et demie dehors à cause de lui. D'où ma présence à Besançon actuellement, quoi. Ça fait 5 mois. C'est dommage parce que c'est mes parents et j'avais énormément de choses à leur rapporter. Je suis quand même leur fils, du coup. Je suis leur enfant. Le fait que je sois dans une situation de grande précarité, d'hébergement, d'urgence, etc., ma mère, ça la touche quand même assez, mais mon père, j'ai pas de mots pour ça, enfin, il s'en fout. Il s'en fout. Ça me fait trop bizarre de pas avoir de faux ongles. Tu sais qu'avant j'avais des ongles comme ça et je les limais et tout. Pourquoi tu laisses pas pousser tes vrais ongles? Parce que c'est pas aussi joli avec du vernis et tout. Mais il faudrait que je reprenne tout, parce que mon père m'a tout jeté. Donc, Ton père t'a tout jeté, ça? Ouais. Mon make-up, Ouais. J'avais 300 ou 400 balles de make-up, j'avais tous mes vêtements avant. Ce soir, tu dors chez Élise. Et mercredi soir ici, je sais plus ce qu'on a dit. Mercredi soir, tu dors là? Oui, Parce qu'Élise, elle revient. Moi, c'est ma deuxième maman, Céline. C'est ma deuxième maman. Ce qu'elle m'apporte dans la vie, moi, c'est ce qu'aurait dû m'apporter ma mère, on va dire. Je suis beaucoup trop jeune pour être ta mère. Donc, FJT, la caisse foyer jeune travailleur. Donc là, en plus, tu vois, c'est en face de chez Laetitia. Du coup, tu seras bien. Ce serait parfait. T'avais déjà regardé un peu. C'était quoi, studio? C'était une chambre. Qu'est-ce qu'on met comme nom? Qu'est-ce qu'on met comme prénom, quoi? C'est toujours chiant, en fait. Mon prénom d'usage. On est obligé de mettre ton prénom, ton dead name, qui apparaît sur ta carte d'identité, quoi. Encore. Donc, allez, c'est parti, C'est très compliqué de trouver du travail, de se faire des amis, tout simplement, si ce n'est pas dans le milieu queer. Pour trouver du travail, on va forcément vous discriminer. Quand je suis féminine, on va dire, quand je suis Layena, ça m'arrivait de me faire des tresses africaines, des extensions super longues, pour malheureusement cacher mes traits d'homme, pour être vraiment féminine à un point. Là, je vais citer une phrase qu'un employeur m'a dit, c'est ça ne va pas être possible parce que ça peut faire peur aux clients. Ça, j'ai pris un choc. Du coup, je lui ai dit ok, au revoir. Je suis parti.
trop chaud. Beaucoup trop sombre. C'est un challenge tous les matins de trouver un truc dans lequel je me sens pas trop moche. Ah, on est pas mal avec celle-là. Plus, depuis que je prends de la testostérone, j'ai pris des épaules, donc il y a plein de fringues dans lesquelles je rentre plus. Je pense qu'on a un candidat solide quand même, hein. Quand j'étais petit, c'était extrêmement compliqué parce que je détestais ce que je voyais dans le miroir et je savais pas trop expliquer pourquoi. À partir de la puberté, ça a été encore pire. Où là, je supportais pas, hein. J'étais du genre à cacher le miroir de la salle de bain quand j'allais prendre ma douche parce que je voulais pas du tout voir mon reflet. Après, il y a eu une longue période d'anorexie où là, ce que j'aimais dans mon reflet quand j'étais anorexique, c'était le fait que je prenais pas de place, j'avais pas de forme, j'avais pas de poitrine, j'avais pas de hanche. Et ça, c'est ça qui a fait que c'était très compliqué de reprendre du poids parce que du coup, je voyais que de nouveau j'avais des hanches, que j'avais de nouveau de la poitrine. Et ça a été insupportable. Je me regardais dans le miroir et je voyais ça et je pleurais. Imagine, t'as un corps qui a des attributs qui ne te conviennent pas du tout. Moi, je détestais le fait d'avoir une poitrine. Je détestais le fait d'avoir mes règles. Et en plus, elle me faisait un mal de chien au point de me provoquer des pics de fièvre et de me faire tomber dans les pommes. Je me revois plusieurs fois pleurer toutes les larmes de mon corps et m'endormir en espérant que le lendemain, ma poitrine aurait disparu. Ça n'est jamais arrivé, malheureusement. J'ai compris, ça a fait son chemin, que en fait, tout l'inconfort que je ressentais par rapport à mon corps, c'était pas juste la crise d'ado, en fait, parce qu'une crise d'ado, ça dure pas 7 ans. Et c'est vrai que j'ai commencé à vraiment me dire, ben ouais, en fait, je crois que c'est ça, je crois que c'est juste parce que je suis pas une fille que ça va pas. Et on m'a imposé de rester dans un rôle féminin depuis 17 ans, donc en fait, ça me convient pas. Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai porté un binder, donc c'est une brassière de compression pour aplatir la poitrine. Là, je me suis vu dans le miroir et j'avais un corps en bonne santé et j'avais pas de poitrine. Déjà, là, j'ai pleuré de joie, j'étais super ému à ce moment-là. Et après, 1 an après, j'ai commencé à prendre de la testostérone et là, j'ai les hanches qui se sont aplaties. Et ça, pareil, j'adore maintenant voir ça, le fait que j'ai quasiment plus de hanches et maintenant je suis solide et à l'aise avec ce que je vois là en face. Et là, c'est un corps dans lequel, en fait, c'est la première fois en fait, que je sens que c'est mon corps. Tu t'es déjà senti en insécurité, en danger dans des bars ou... Un des bars sur le pont battant. Je me suis fait agresser dans ce bar. T'as pu avoir des personnes pour t'aider, pour te soutenir? Céline, et t'épauler? Céline, une amie à moi, du coup très proche, est intervenue directement. Okay. Elle a stoppé l'action, mais sinon oui, en général, j'essaye quand même de côtoyer des bars ou des boîtes à peu près... fréquentables. Safe, surtout. Ouais. Très très safe. Mais le privé, c'est vrai que c'est génial. Hein. Ouais. Pour aller s'amuser, pour la communauté, c'est ouf. Ce qui est marrant aussi, dans un sens, c'est de se dire qu'il y a des personnes qui font pas partie de la communauté, genre des femmes cis, hétéros, tout ça, blanches, blablabla, qui vont aussi parce qu'elles savent qu'elles vont pas se faire emmerder. Donc tu te dis qu'il y a un problème aussi un petit peu sur les lieux de sortie, déjà indépendamment de juste la communauté LGBT. Ouais. Nous, on se fait plus facilement emmerder, mais au final, le problème, il est plus global, quoi. Mon quotidien, c'est tout simplement des regards bienveillants de temps en temps. Il y a aussi des regards malveillants ou curieux. C'est beaucoup de moqueries, de jugements. Il y en a beaucoup qui se font agresser à cause de ça, parce que les gens ne voient pas forcément que c'est des êtres humains. Pour eux, c'est des erreurs de la nature.
Allez, on y va, s'il vous plaît, on monte à l'étage. Je me suis créé un cadre, sans doute inconsciemment, ce microcosme où il n'y a pas d'homophobie. Il y en a eu au début quand je suis arrivé, voilà, il y a eu des mauvaises expériences professionnelles. Là, c'était petite tapette, toi, t'es ma petite salope, t'aimes bien te foutre à quatre pattes et tout. Donc j'ai vite arrêté, j'ai vite arrêté de travailler avec ces personnes-là. Parce qu'en fait, si j'avais pris tous les coups que j'avais pris avant, c'était pas pour recommencer non plus. Parfois, le seul espace, le seul endroit où on peut être sûr d'être en sécurité à 100%, c'est dans cette communauté-là. On peut avoir cette impression qu'on se met entre nous, Mais c'est pas ça, en fait. C'est juste que on a envie d'être avec des gens qui nous comprennent. Et il y a encore de la lutte, il y a encore des avancées à faire, il y a encore du progrès, il y a encore de l'homophobie. Donc il faut aussi des fois qu'on se réunisse entre nous pour se battre pour nous. Et on a le droit de le faire et c'est normal qu'on le fasse. Les cupifions, c'est bon? Vos ailes sont magnifiques. Hein. Ah là, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ce soir, on est dans la discothèque Le Privé, qui est une des discothèques LGBT les plus vieilles de France. Elle a 40 ans. Et donc là, on est sur un des événements sur lesquels on a pu organiser, qui s'appelle la Saint-Valentin. Et l'idée, c'est vraiment un speed dating nocturne. Notre travail, c'est d'être un lubrifiant social. Et ça passe par faire la fête, mais dans le sens l'organiser, célébrer. Et il y a une ADN commune qui s'est trouvée entre Le Privé et nous. On défend les mêmes valeurs et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir une structure, une discothèque qui défend et protège aussi les LGBT, nous, ça nous parle. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on vient ici organiser des soirées. Et on fait vraiment tout pour que les femmes, les minorités, tout le monde se sentent en sécurité pour vraiment créer un endroit vraiment totalement safe. Mon téléphone. Là, Marilou, elle va pas tarder. J'ai plusieurs vies professionnelles. Voilà. Le métier d'événementiel, de producteur d'événements, de festival. Je cours partout. Je suis un boulimique de travail. Mais ça aussi, c'est pareil. Je vais le payer à un moment donné. Je le sens. Ça va arriver. Parce que j'ai tout foutu dans le travail pour aussi m'oublier un peu moi. Oh, pétard! Vite! Bonjour, monsieur. C'est possible, le musée du temps? Je suis dans le taxi. J'arrive là. J'arrive dans combien de temps? Un peu plus de 5 minutes. Il y a beaucoup d'enjeux ce soir. Et on a une salle qui est pleine, on a des intervenants qui viennent de partout. On travaille au musée du temps. Donc là, il y a beaucoup d'enjeux. On est sur une équipe de 15 personnes. Bonjour, c'est pour les cabinets. Merci beaucoup. Ah, pardon. Le 3e étage, il est par où? Pour les cabinets? Par ici? Bonjour Prune. Ça va? Bonjour. Bonjour. Salut les cabinets. On est bien ou pas? Bonjour Madame Pipi. Ouais. Bonjour. Bon, bonsoir, je suis la 2e Madame Pipi. J'étais coincé dans les cabinets, mais du TER. Ok, tu peux remplir un événement, tu peux faire 500 personnes, ton client, il a fait les plus gros médias, nanana, tu rentres chez toi, t'es seul. Je suis très pudique là-dessus. Je suis très pudique sur la santé mentale. Par contre, elle m'empêche de vivre mon homosexualité. Ça, c'est une certitude. Parce qu'elle touche à l'estime de soi, elle touche à la confiance en soi. Et à un moment donné, il faut s'aimer un peu plus pour pouvoir aussi avoir une relation de qualité. Et j'ai pas envie d'avoir une relation pansement. L'origine de ça, c'est l'enfance, c'est le manque des parents, c'est...
Je sais pas pourquoi pourquoi il y a une part sombre qui d'un coup arrive et qui prend tout. Bonjour. Qu'est-ce que vous cherchez au niveau du teint? Vous voulez quelque chose de couvrant, quelque chose de léger? Plutôt quelque chose de très couvrant. D'accord, dans quel but du coup? Pour cacher un peu tous ces traits masculins, la barbe, etc. D'accord, donc quelque chose d'épais et qui va couvrir bien en fait la barbe et les petites... C'est ça. Ok. Pour les femmes transgenres, c'est beaucoup plus compliqué à cacher les traits masculins. C'est pour ça que beaucoup de femmes transgenres se maquillent énormément. Parce que malheureusement, il faut cacher ses traits. Et c'est un gros complexe. Par exemple, la mâchoire, la pomme d'Adam. La plupart des hommes ont un nez quand même assez plus large, donc faut le travailler avec le make-up. Vous êtes déjà venu à l'Institut? Pour faire les sourcils une fois. D'accord. Alors je vous laisse vous installer, donc vous pouvez vous asseoir juste ici. Mais ce qui est compliqué, c'est que dans mon identité de genre, je sais jamais où me placer. Où te placer. Donc, tu te places où c'est que tu as envie, tout simplement. Je sais que c'est difficile. Tu mets des perruques? Oui, ça m'arrive. J'en ai une blonde, une noire et une à carré avec des mèches blanches. Okay. Et elles sont incroyables. Et puis, c'est soit à franges, des synthétiques, et j'en ai une où c'est des vrais cheveux. D'accord. Mais tu mets combien de temps pour te préparer comme ça? Franchement, pour bien cacher les traits masculins et tout, je mets 1h30 facile. Ah ouais. Et en fait, à quel moment tu te réveilles le matin et tu te dis je vais prendre quel genre en fait? C'est quoi qui... Tu vois, ça c'est une bonne question. Parce que même moi je ne sais pas. Ah d'accord. Il y a des mois où je peux être 3 semaines garçon et 1 semaine fille, et l'inverse. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît quand tu te transformes en femme en fait? Tout simplement la féminité, et je me sens bien dedans. Ok. J'en portais des robes, se maquiller. Ouais, c'est ça qui t'attire en fait, Ouais, le c'est côté un peu... Côté bad girl. Ok. Et chez l'homme en fait, qu'est-ce qui te reste? Eh on va dire la même chose que chez la femme. Genre, j'aime bien m'habiller en homme et des fois, j'aime bien me laisser pousser la barbe. Ok. Je te laisse te lever, te regarder du coup. Tu me dis ce que t'en penses. Voyons le chef-d'œuvre. Waouh. Incroyable. Coucou les loulous, voilà maintenant la nouvelle Layena est revenue. Merci beaucoup à mademoiselle qui m'a fait ce beau petit maquillage. Bisous. Mes réseaux fonctionnent quand même assez bien, oui. Je me confie beaucoup à ma communauté. C'est un grand soutien parce que je reçois des milliers de messages par jour en privé quand ça va pas. This is my last night with you. Hold me like I'm more than just no friend. Give me your memory I can use. Take me by the hand while I roll with you. What now the Holy's end. 'Cause the one you find never love again. Je peux même pas dire si je suis réellement un homme ou si je suis réellement une femme. Je suis né homme
Mais identitairement et psychologiquement, ben, je ne sais pas me positionner. Pas encore, du moins. Quand j'étais l'AINA il y a 6 mois, quand je suis redevenu Donovan il y a 3-4 mois, j'ai jeté toutes mes affaires par crise identitaire. Il y a 2 semaines, je me suis maquillé le matin alors que la veille, je me suis dit non, t'es plus l'AINA. C'est horrible, hein, mais c'est la vie. C'est compliqué de se construire quand on ne sait pas qui on est. Je vis au jour le jour. Quand je fais de la calligraphie, déjà, ça me permet de me vider la tête. C'est assez thérapeutique. Si je suis un peu triste, ça va m'aider à justement extérioriser la tristesse. Pareil pour la colère, la frustration. Et je le mets aussi en parallèle avec mon parcours de transition. On a quelque chose au début, on n'est pas satisfait, mais il ne faut pas lâcher. Il faut continuer, s'entraîner, recommencer si nécessaire. Il y a des ratés, c'est pas grave, ça fait partie du processus. Et ça me permet aussi d'immortaliser certains moments. On a Smash Patriarchy, donc explosion de patriarcat, avec les couleurs du drapeau trans. Tout le monde a subi le patriarcat à un moment. J'aime beaucoup celle-là aussi, qui est en mode arc-en-ciel. We're here, we're queer. C'est petit slogan de Pride, hein, le classique. Donc celle qui est derrière moi, c'est un objet auquel je tiens énormément, parce que je l'ai faite quand j'étais au Japon. Le seul truc qui me gêne, c'est que c'est signé avec mon prénom de naissance, donc mon dead name. C'est un prénom dans lequel je me suis jamais reconnu, vraiment. J'ai jamais eu de lien affectif particulier avec ce prénom. On l'a choisi à ma place, alors que Milan, pour le coup, c'est moi qui l'ai choisi. Et je veux plus le voir, mais je veux quand même garder cette calligraphie auprès de moi. Ah oui, tradi. Tradi, genre mal enregistré. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le chanteur, c'est un mec trans. Ok, trop bien. Mathieu, c'est mon ex. Et en fait, c'est en parlant beaucoup avec lui que là, j'ai réussi à avoir en fait, le courage, au moins d'expérimenter. Donc on a testé des trucs, que ce soit au niveau des pronoms, que ce soit au niveau des cheveux, au niveau des vêtements, jusqu'à ce qu'il y ait ce moment où je me regarde dans le miroir. Je me dis, on y est là. On y est. On a essayé de changer mon prénom. Et la première fois que quelqu'un m'a appelé Milan, je cru que j'allais pleurer. Parce que j'avais enfin l'impression en fait, que la personne s'adressait à moi. Bah, c'est moi qui lui ai coupé les cheveux pour la première fois. Donc. Ça, c'était une épopée aussi, tiens. J'ai dû perdre bien 2,5 kg de cheveux, je pense. Moi, j'ai fait mon coming out, j'étais au lycée. Ça a été au début une transition qui était seulement sociale, donc juste mon prénom et mes pronoms, mais auprès de mes amis, du corps enseignant, de tout l'établissement, quoi. Après, du coup, avec mon coming out, je suis devenu un cliché de petit mec skater. On a tendance à aller vers un espèce d'extrême à un moment de représentation de la masculinité ou de la féminité, d'explorer un peu ça. Et puis, ça prend du temps aussi, du coup, de trouver le juste milieu, de trouver... Voilà, que en fait, même si je suis un mec, j'aime quand même beaucoup me maquiller, que, je sais pas, peut-être... moi, j'aime bien les jupes aussi. Retrouver une part de féminité dans sa masculinité, sans sentir qu'on nie non plus notre propre identité de genre. Et ça, de toute façon, Mathieu, toi, tu le sais déjà. Mais si je t'avais pas connu, je pense que je serais peut-être encore dans le placard à l'heure actuelle. Donc, merci. Ma mère a pas compris. Et même encore maintenant, 3 ans plus tard, elle a encore du mal. Elle commence un peu à s'habituer à me genrer correctement. Avec mon géniteur, ça s'est très, très, très mal passé. Le fait de sentir qu'on est rejeté
par les personnes qui nous ont mis au monde et qui nous ont élevés, c'est extrêmement violent. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui arrêtent leur transition parce qu'il y a la pression familiale qui fait ça. Je ne sais pas si on arrive vraiment à se rendre compte en fait, de tout ce que ça peut impliquer, une transition. Moi, je continue la mienne, même si j'ai perdu la moitié de ma famille à cause de ça. J'ai quasiment plus de contact avec une bonne partie de ma famille. J'ai perdu contact avec des amis à cause de ça, des personnes que je connaissais depuis 10 ans. Et c'est pas par plaisir. On en a fait du chemin en 40 ans. C'était considéré comme une maladie, c'était clandestin. Et donc nous, maintenant, on est là, on est en 2023. On a quand même le droit de se promener main dans la rue, en France. Je parle bien en France. Parce que dans d'autres pays, à l'heure actuelle, même en Europe, ce serait interdit. On a le droit d'organiser des événements comme on le fait. On a le droit de s'afficher sur les réseaux sociaux. On a le droit de se marier. On a le droit de donner notre sang maintenant, donc il y a de l'évolution. À la différence, malheureusement, c'est que le désir et l'amour qu'on peut ressentir pour quelqu'un ou quelqu'une, il est régi par des lois. Voilà. Et ça depuis le début. C'est plus simple qu'avant, évidemment, mais c'est plus simple parce qu'il y a plein de personnes qui se sont battues depuis des années pour qu'on ait juste le droit de marcher dans la rue tranquillement. Et il faut un courage monstre pour avoir assumé ça à cette époque-là, mais on n'a encore pas considéré comme la norme, quoi. On est encore un petit peu marginalisé, on est encore un petit peu considéré comme étrange, avec un mode de vie spécial. Si on informait plus les gens, si on leur en parlait juste un petit peu plus, il y aurait peut-être beaucoup moins d'homophobie. On n'est pas des marginaux complètement fous, des grandes folles en talons aiguilles ou des camionneuses. Enfin, si tu veux rentrer dans les clichés, on n'est pas là-dedans. Enfin, moi, je me considère comme madame tout le monde et ouais... J'aime bien sortir avec des filles, quoi. Enfin, ça s'arrête là. Et ça change pas du tout qui je suis. Ça a énormément évolué parce que mon petit frère, c'est incroyable cette génération qui est quand même assez puissante, j'ai envie de dire, en maturité. Parce que moi, à vrai dire, à son âge, je ne connaissais pas forcément ce que c'était une personne transgenre. Mais pour eux, alors que il y a 6 ans, quoi. Ils ont une vision de la chose maintenant qui est complètement naturelle. C'est t'es transgenre et alors, enfin c'est pas grave. C'est la vie, c'est normal. Ça serait top que dans quelques années, les futures générations aient plus à faire ce que moi j'ai encore eu à faire, tu vois. À avoir tout ce stress, toute cette angoisse, se dire mais est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que je dois le dire, est-ce que je peux le dire, est-ce que je suis sûre, est-ce que je suis pas sûre. J'espère qu'on s'en fichera, quoi. Ça juste quelque chose de banal, j'aime un garçon, j'aime une fille, j'aime une personne non-binaire, j'aime une personne trans, qu'on pourra aimer qui on veut sans qu'il y ait d'inquiétude, sans qu'il y ait de jugement, qu'on puisse juste aimer librement, comme toutes les personnes hétéros peuvent le faire, quoi. Et pour les personnes intolérantes, je sais même pas quoi dire, en fait. En fait, je comprends juste pas comment on peut en arriver à avoir de la haine pour des gens qu'on ne connaît pas. Et aussi en tant que personne trans, on entend souvent les parents qui disent « je dois faire le deuil de mon fils ou de ma fille ». On n'est pas mort, on est encore là. On est en train on se lance dans un parcours qui est là pour qu'on soit la version la plus adaptée, la plus cohérente de nous-mêmes. Et on a besoin de soutien par rapport à ça. Alors c'est ok de ne pas tout comprendre. On ne voudra jamais aux gens de ne pas tout comprendre. Personne ne peut tout comprendre. Même nous, on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe chez nous. Hein. Mais arrêtez de dire que vous faites le deuil de votre enfant. Votre enfant n'est pas mort, votre enfant il est en train de renaître là. Si mes parents m'avaient aimé comme leur enfant, comme un enfant aime ses parents et ses parents aiment son enfant, et ben pour moi ça aurait été le plus important. Les jeunes, j'ai juste envie de vous dire, mais vivez, profitez, mettez-vous du vernis si vous avez envie de vous foutre du vernis, mettez-vous en pantalon si vous avez envie, foutez-vous en robe, baladez-vous à poil, vous n'êtes pas obligé d'avoir une sexualité, vous pouvez être asexué, vous n'êtes pas obligé non plus
de tomber dans l'hypersexualisation. Mais si ça vous fait plaisir, allez-y. Si vous voulez mettre des crop tops, allez-y. Si vous voulez... Allez-y. Juste respectez-vous. Mais je pense que l'empathie, la tolérance, moi je préfère m'adresser aux parents et de leur dire, vous préférez avoir un enfant homosexuel, lesbienne, mais heureux, ou homophobe et intolérant. Quand on désire d'avoir un enfant, la question ne devrait même pas se poser de « et s'il est homosexuel, qu'est-ce qu'on fait ?» Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Et pour l'apprendre, devenir mon ami. Pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais tendre, perdu dans le hasard. Je l'ai connue toute petite, dans les bras de sa grand-maman. Dommage, dommage, j'aimais tellement son visage. Pour me comprendre, il faudrait savoir le décor de mon enfance, le souffle de mon frère qui dort, la résonance de mes premiers accords.